Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le système mécanique linéaire à 1 degré de liberté amorti forcé. Mais avant de commencer cette vidéo, je dois m'excuser pour la qualité du son catastrophique de la vidéo précédente. J'espère que malgré cela, vous pouvez c'est-à-dire suivre la vidéo et voir son contenu physique. Voilà. Alors, pour ce qui concerne notre système mécanique, alors je dois rappeler ici l'équation de mouvement de rotation du disque dans le du pendule de pôle, bien sûr, soumis bien sûr à trois moments de force: un moment de force de rappel, un moment de force de freinage et un moment de force extérieure sinusoïdale M0 sinus oméga t, avec oméga c'est la pulsation imposée par le moteur sur le système. Alors bien sûr cela nous ramène à écrire l'équation du mouvement sous cette forme avec c'est une équation, bien sûr, c'est une équation du second ordre non homogène, puisque le second membre est non nul, et avec des constantes, c'est-à-dire des coefficients constants, qui ne dépendent pas du temps. Bien sûr, phi, c'est la déviation de l'aiguille du disque par rapport à l'équilibre, et iz, le moment d'inertie du disque. Alors bien sûr, en divisant par iz, en faisant quelques changements de notation, bien sûr, des 0 égale à M0 sur iz, avec oméga 0 c'est la pulsation propre du système, et gamma c'est le coefficient d'amortissement. Voilà. On se retrouve avec la solution qu'on a déjà obtenue là dans la vidéo précédente, qui consistait à une solution sans second membre plus une solution particulière. Bien sûr, la solution sans second membre a trois formes. Chacune correspond à une situation physique d'amortissement. Alors on a bien sûr un amortissement faible, un amortissement fort et un amortissement qui débouche sur un mouvement critique. Alors bien sûr, plus une solution particulière qui a la forme de du deuxième, plutôt du second membre, c'est-à-dire qu'elle a une amplitude constante, une forme sinusoïdale avec la même pulsation oméga et un déphasage, c'est ce que je viens d'écrire ici. Voilà. Bien sûr, la fois passée, dans les vidéos précédentes, on a déjà trouvé l'expression de l'amplitude. Voilà. C'est une amplitude qui ne dépend pas du temps, c'est constante dans le temps, avec une pulsation oméga et un déphasage entre la réponse et l'excitation. Bien sûr, la réponse, elle est représentée par le pointeur blanc, alors que l'excitation est représentée par le pointeur noir dans le pendule de pôle. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le régime permanent, puisque le système va passer par ce qu'on appelle un régime transitoire, où les deux solutions coexistent, mais après un certain temps, la solution sans second membre va s'annuler à cause du terme exponentiel moins gamma de t. Voilà. Alors dans le régime permanent, c'est le régime qui dure dans le temps tant que le moteur est en marche, et ça représente l'évolution dans le temps du système. Bien sûr, ici on a aussi le déphasage, l'expression de déphasage, donc on fait égal à 2 gamma oméga sur oméga 0 moins oméga au carré, et en connaissant l'amplitude, la pulsation et le déphasage, on vient de connaître, c'est-à-dire l'évolution exacte du système. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une méthode plus élégante pour avoir ces deux grandeurs physiques, c'est-à-dire savoir l'amplitude et le déphasage, en introduisant ce qu'on appelle la notation complexe.
Alors, bien sûr, la notation complexe va nous aider énormément à c'est-à-dire simplifier les calculs, et on va l'utiliser souvent dans les vidéos qui vont suivre. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de supposer que, au lieu que le système soit soumis à une force, ou plutôt à un moment de force sinusoïdale qui s'écrit mathématiquement m0 sinus oméga de t, on va supposer que ce même système est soumis à un moment de force qui s'écrit sous cette forme m0 tilde exponentielle j oméga de t. Bien sûr, tilde c'est pour indiquer que m0 peut être a une valeur complexe. Alors bien sûr, l'expression de l'équation du mouvement s'écrit sous cette forme, avec d0 tilde égale à m0 tilde sur iz. Voilà. Et on va trouver la solution de cette équation dans le régime permanent. Mais vous pouvez vous demander quelle est la relation entre ce système qui est soumis à une force exponentielle et notre système qui lui est soumis à un moment de force sinusoïdale. Alors pour cela il faut remarquer que sinus oméga de t n'est autre que la partie imaginaire de exponentielle j oméga de t. Voilà. C'est-à-dire que le moment réellement appliqué au système est la partie imaginaire du moment qu'on a supposé appliquer sur notre système là. Voilà. Et on peut écrire à partir de cette remarque que l'équation du mouvement, voilà, peut s'écrire sous cette forme d0 exponentielle j oméga de t égale à bien sûr d0 cosinus oméga de t plus j d0 sinus oméga de t. Bien sûr, c'est la relation de l'air. Alors bien sûr, on va profiter du fait que le système est linéaire. Alors qu'est-ce que cela peut nous servir? Alors rappelez-vous que pour un système linéaire, si ce système est soumis à une somme de forces, et bien la solution de cette équation différentielle est la somme des réponses à chacune de ces forces. Voilà. Ce qui nous donne, voilà, c'est comme si le système va répondre à cette excitation, puis il va répondre à cette équation, à ce membre, cette excitation là. Maintenant il va faire la somme, bien sûr, avec un G près, et il va nous redonner la solution sous forme d'une somme de deux réponses. Alors notre réponse à nous qui correspond à d0 sinus oméga de t va être tout simplement phi de t égale à la partie imaginaire de la solution à une réponse exponentielle. Voilà. Alors reprenons l'équation différentielle ici là. Voilà. Pour l'instant, on peut proposer une amplitude réelle du moment de force appliquée, c'est-à-dire on va supposer pour l'instant que d0 tilde égale à d0. Voilà, c'est une grandeur réelle, mais c'est pas c'est pas un cas général, c'est un cas particulier parce que on peut avoir par exemple d0 tilde qui est une grandeur complexe. Voilà. Alors bien sûr on va proposer une solution sous la même forme, voilà, a tilde exponentielle j oméga de t, avec bien sûr a tilde égale à a exponentielle moins j phi. Alors on pouvait prendre bien sûr exponentielle j phi, mais ici on a choisi exponentielle moins j phi. Vous allez le comprendre, c'est-à-dire vous allez comprendre pourquoi on a fait ce choix. Alors
bien sûr, en remplaçant dans l'équation cette solution proposée dans l'équation, équation de mouvement, on va, alors bien sûr, il y a une dérivée deuxième, une dérivée première et la fonction elle-même. Alors on tombe sur cette équation A. Bien sûr, exponentielle j de t va s'annuler avec l'exponentielle j oméga de t de ce côté-là. Voilà. Et on tombe sur la grandeur de l'amplitude complexe qui est égale à, bien sûr, d0 sur oméga 0 au carré moins oméga au carré plus 2g gamma oméga qui est égal à a exponentielle moins j phi. Le phi, c'est le déphasage. Bien sûr, on peut écrire le terme en dénominateur puisque c'est un nombre complexe. On peut l'écrire sous cette forme. Une amplitude positive avec un certain déphasage exponentiel j avec θ, bien sûr, c'est arc tangent de 2 gamma oméga sur oméga 0 moins oméga au carré. Maintenant, on va faire déplacer exponentielle j oméga au numérateur, ce qui donne d0 sur la racine carrée de cette expression fois exponentielle moins gθ, ce qui est égal lui-même à a exponentielle moins j phi. Alors on fait par identification, on va trouver que phi égale à θ, bien sûr, égale à arc tangent de 2 gamma oméga sur oméga 0 moins oméga au carré. Voilà. Et on aura donc la solution permanente complexe qui est d0 racine de oméga 0 au carré moins oméga au carré, le tout au carré plus 4 gamma au carré fois exponentielle j oméga de t moins phi. Bien sûr, phi, on a déjà trouvé son expression. Voilà. Et puisque, rappelez-vous, on a trouvé que la solution réelle de la réponse, c'est-à-dire la réponse à un moment sinusoïdal, n'est que la partie imaginaire de cette solution. Voilà. Et on tombe sur d0 sur racine carrée, oméga au carré moins oméga au carré, le tout au carré, plus 4 gamma au carré, moins fois sinus oméga t, moins phi. Voilà. Alors, vous voyez que c'est plus élégant de trouver les amplitudes et le déphasage, voilà, avec cette notation complexe que je vous recommande à l'appliquer à chaque fois que vous tombez sur un cas semblable. Voilà. Maintenant, il est possible avec cette méthode de donner une représentation géométrique de l'équation différentielle, puisque on a ici un terme moins oméga au carré plus 2j gamma oméga, a égale à d0. Voilà. Je peux l'écrire sous cette forme en remplaçant a tilde par a exponentielle moins j phi. Alors en faisant passer l'exponentielle de ce côté-là, on va voir oméga 0 au carré moins oméga au carré a plus 2j gamma oméga a égale à d0 exponentielle j phi. Alors l'astuce, c'est de considérer cette équation comme la somme de deux vecteurs. Le premier purement réel, c'est-à-dire oméga 0 au carré moins oméga au carré fois a, et le deuxième purement imaginaire, 2j gamma oméga a, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont alors sur l'axe des, c'est-à-dire sur le plan où on représente les nombres complexes. Il y a l'axe des x qui représente l'axe des valeurs réelles, alors que l'axe vertical représente les valeurs purement imaginaires. Voilà. Et on voit bien que entre ces deux axes, il y a un angle de 80 degrés du premier. La somme, voilà, la somme de deux vecteurs perpendiculaires est égale à d0 exponentielle j phi.
Alors géométriquement, on peut représenter cela comme suit. Alors vous avez le vecteur oméga 0 carré moins oméga au carré fois a. Dans ce cas-là, on va le supposer c'est-à-dire supérieur à 0, c'est-à-dire positif, puisqu'on suppose que oméga 0 est supérieur à oméga au carré, plus un vecteur J2 gamma oméga A avec une amplitude qui est égale à 2 gamma oméga A et un angle 90 par rapport à ce vecteur, puisque c'est un nombre purement imaginaire, et bien la somme de ces deux vecteurs est D0, voilà, avec une valeur de une amplitude de D0, mais avec un certain déphasage qui apparaît dans cet angle. Voilà. Alors, cet angle phi, c'est le déphasage qui est apparu dans l'équation de ou bien la solution particulière. Voilà. Vous voyez que c'est ce nombre-là, cet angle-là, donne le déphasage entre la réponse et l'excitation. Voilà. Phi. Et ça nous permet aussi de visualiser ce déphasage. Bien sûr, dans le cas où oméga 0 carré moins oméga carré est inférieur à 0, on aura un vecteur qui est dirigé dans le sens opposé, bien sûr avec toujours le vecteur à 90 degrés de ce dernier, de gamma oméga A, mais avec une somme D0 qui est dans cette direction. Bien sûr, l'angle c'est moins phi au lieu de phi, puisque le sens de comptage de l'angle, bien sûr, a changé. Voilà. C'est une méthode pour visualiser le déphasage entre l'excitation et la réponse. Voilà. Alors bien sûr, revenons au résultat de notre manipulation du pendule de pôle soumis à un moment de force sinusoïdale. Alors maintenant, on va vous montrer c'est-à-dire les manipulations qu'on a faites dans le laboratoire. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler la tension qui donne un courant qui passe dans les bobines à 4 volts. C'est-à-dire, on va régler le degré de frottement. C'est-à-dire pour 4 volts, c'est un frottement relativement faible. Et on fait varier la pulsation du moteur selon une échelle de tension, comme j'ai expliqué la fois passée. On mesure après à chaque fois la déviation du pointeur blanc par rapport à sa position d'équilibre en fonction de la pulsation. Voilà. Alors avant de prélever la valeur de l'amplitude d'oscillation, on doit attendre un peu de temps pour que le système s'installe dans le régime permanent. Voilà. Pour que le système, c'est-à-dire entre dans le régime permanent et avoir une amplitude constante. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos de manipulation. Voilà. Alors, je vais vous montrer pour 4 volts, puis on va voir les pour 6 volts. Voilà, pour 6 volts. Voilà, j'ai ici les résultats que j'ai obtenus. Mais avant de vous montrer les résultats, je vais vous montrer les manipulations. Voilà. Alors, on va commencer par 4 volts pour le freinage et 5 volts pour le moteur. Voilà. Avec 5 volts. Alors vous avez la roue qui tourne avec une pulsation, bien sûr avec une vitesse qui est relativement faible, et on va voir la déviation de du disque par rapport à sa position d'équilibre. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous voyez que la déviation est faible. Ça va par exemple de 0,8 à peu près 0,6, 0,8. Voilà. Alors, pour avoir une bonne valeur, on va rajouter cette partie-là avec cette partie-là. On divise par 2 pour avoir une symétrie, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de symétrie. C'est
Pour ça, on fait la moyenne sur les deux valeurs. Voilà. Alors, je vous ai montré ici pour 5 volts. Je vais vous montrer ici pour 7,4 volts. Voilà. Notre valeur. Voilà. Alors, voilà, 7,40. Alors là, voilà, 7,40. Alors là, la vitesse est augmentée. Et vous voyez que, bien sûr, l'amplitude a augmenté. Et ça va à peu près de 7 à entre 7 et 7, 6,4 de ce côté-là. Et à peu près 7 de ce côté-là. Vous voyez que là, l'amplitude a augmenté. Voilà. Bien sûr, on doit attendre un peu de temps pour que le système s'installe dans le régime permanent pour qu'on puisse prélever l'amplitude. Et vous voyez que le système n'est pas encore entré dans le régime permanent puisque son amplitude change. Voilà. C'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Voilà. Alors je vais vous montrer aussi par exemple pour une valeur de 9 volts. Voilà. Voilà, ici on a 9 volts. Alors la roue a une vitesse plus grande. Voilà. Bien sûr, et vous voyez que l'amplitude ici a chuté. C'est-à-dire que pour une valeur de oméga très faible, on a une amplitude faible. Pour une amplitude moyennement grande, on a une amplitude qui est très grande. Et après, c'est-à-dire si on continue à augmenter le oméga, on se retrouve avec une amplitude qui est faible. C'est autour de 0,8. Voilà. Autour de 0,08. Alors bien sûr ici j'ai avec un, voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors ici on peut avec un chronomètre, voilà, on a dans ce travail pratique, alors j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle AV2MUX. Si vous êtes intéressé à connaître ce logiciel qui va c'est-à-dire qui déroule le temps avec 3 décimales, c'est-à-dire que vous pouvez avec une grande précision avoir le temps d'un tour. Voilà. Voilà. Alors, je reviens au résultat. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai montré juste 3 valeurs, deux valeurs extrêmes pour 5, voilà, pour 5. J'ai calculé à l'aide du logiciel que je vous ai donné la pulsation, l'amplitude, voilà, dans le régime permanent. Je vous ai donné 7,4, c'était 7,65, et je vous ai donné 9, qui avait une valeur d'amplitude qui est égale à 0,9 avec une pulsation bien sûr très grande, c'est-à-dire une valeur grande de 3,937. Voilà le tableau que j'ai obtenu à partir de ces manipulations. Voilà. Alors, pour la deuxième manipulation, on a changé juste le voltage de la tension qui alimente les deux bobines pour augmenter le degré d'amortissement, c'est-à-dire on a pris, au lieu de 4, on a pris 6, et on a fait la même chose pour, c'est-à-dire en changeant la tension de 5 à 10, voilà. On calcule à chaque fois la pulsation, c'est-à-dire on calcule le temps d'un tour. Alors, bien sûr, on divise, pour avoir la pulsation, on divise 2π sur le temps, et on calcule, on mesure aussi là, pour chaque valeur de pulsation, l'amplitude de déviation du pointeur blanc
par rapport à sa position d'équilibre. Je vais vous montrer quelques manipulations. Voilà. Alors, j'ai ici par exemple, je vais vous montrer pour le 5. Voilà, pour le 5. Voilà. Alors pour le 5, maintenant voilà, j'ai changé pour 6 le voltage de freinage, et vous pouvez par exemple avoir le temps de la roue et l'amplitude du système. Voilà pour 5. Voilà pour 5. Donc je peux vous montrer aussi pour 7,9. Voilà. 7,9. Voilà 7,9. Voilà, je vous donne ici le temps pour mesurer le temps. Voilà, ici c'est toujours 6, et vous voyez que l'amplitude a augmenté. Mais je dois dire ici que l'amplitude a augmenté, mais pas tellement de la même valeur que pour l'amortissement faible avec V égale à 4 volts. Voilà. C'est-à-dire on laisse toujours les systèmes évoluer pour avoir le régime permanent, et on mesure l'amplitude, la déviation. Bien sûr, on divise la valeur de ce côté-là plus la valeur de ce côté-là, on les somme et on les divise par 2 pour avoir l'amplitude. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer aussi. Alors on augmente pour 9 et même pour 10. Voilà, 10 par exemple. Voilà, on a 10. Alors la vitesse de la roue a augmenté, c'est-à-dire il y a le temps diminue et oméga augmente bien sûr, et vous voyez que voilà, que l'amplitude a diminué. Voilà. Diminué, c'est entre par exemple 0,4 et 0,8. Voilà. 0,4 et 0,8, ça donne à peu près 0,6. Alors, je reviens ici à... Je vais arrêter cette vidéo-là. Et on va voir la tension. Voilà. Les tensions que j'ai utilisées pour avoir ces pulsations. Voilà, vous voyez que la pulsation augmente à chaque fois. Et on voit l'amplitude pour chaque pulsation, 0,65, 0,8 jusqu'à 0,65. Et on voit ici bien sûr une valeur maximale autour de 4,15 pour une pulsation de 3,37. Voilà. Alors j'ai tracé ces deux courbes, je les superposées et ça donne ça. Voilà. Là, ici on a phi 0, c'est-à-dire l'amplitude en fonction de oméga, en fonction de la pulsation du moteur. Alors, vous voyez ici pour les carreaux blancs noirs, c'est pour 4 volts, et pour les 6 volts on a utilisé les cercles rouges, et vous voyez que pour chacune des courbes, on a quelque chose qui augmente avec oméga, c'est-à-dire l'amplitude augmente avec oméga, ça augmente, ça passe par un maximum et ça redescend vers une valeur, c'est-à-dire qui décroît avec oméga dans les deux cas. Sauf que ici vous pouvez remarquer que pour 6 le maximum est inférieur à celui de 4 volts, et vous pouvez comprendre ça par le fait que si on augmente l'amortissement, le système ne pourra plus faire aussi le système avec une amplitude très grande. Voilà. Mathématiquement, vous pouvez comprendre cela par le fait que le gamma est dans le dénominateur
Et à chaque fois qu'on augmente gamma, l'amplitude du système diminue. Voilà. Autre chose, alors bien sûr, ces deux points pour lesquels les oméga, les amplitudes sont maximum, sont appelés les résonances. Et on mesure par exemple la fréquence de résonance ou la pulsation de résonance pour chaque courbe, c'est-à-dire l'amplitude pour laquelle c'est-à-dire pour la réponse est maximale est appelée amplitude de résonance, et la fréquence ou la pulsation pour laquelle l'amplitude est maximale est appelée fréquence de résonance. Voilà, on va voir tout cela dans une vidéo qui vient, mais pour l'instant je vous invite à constater ces deux courbes là. Voilà. Vous voyez que autour des oméga très petites et même pour des oméga très grandes, les deux courbes sont à peu près les mêmes, alors que la différence apparaît autour de la fréquence de résonance. Voilà. Et vous pouvez comprendre cela à partir de cette expression. Voilà, oméga 0 moins oméga, c'est-à-dire lorsque vous avez oméga, vous avez des oméga très petites ou très grandes devant oméga 0, c'est ce terme qui l'emporte sur ce terme. C'est-à-dire le gamma, on change de gamma, ça ne va pas affecter grand chose l'amplitude de psi p. Mais une fois oméga est très proche de oméga 0, alors c'est ce terme qui l'emporte sur, plutôt c'est ce terme-là, voilà, qui l'emporte sur ce terme, puisque oméga moins oméga 0, c'est un nombre petit, on va l'élever au cas il va devenir plus petit, et c'est ce terme-là qui l'emporte, et puisque ce terme dépend de gamma, il va donner cette disparité entre les deux graphes pour différentes valeurs de gamma. Voilà. Alors, bien sûr, c'est des résultats expérimentaux. Alors, une dernière remarque, je dois dire que les deux graphes ont été pris pour deux types différents de pendules, c'est-à-dire deux dispositifs. C'est pour ça on va voir que les résultats obtenus ne sont pas, c'est-à-dire tellement concordantes avec ce qu'on doit trouver dans la théorie, mais ça quand même ça donne une idée sur le déroulement du TP du pendule de Paul. Merci.